Zitata, revoilà César Fenot avec une personnalité que vous connaissez, mais peut-être pas sous toutes ses facettes. Bonjour Justin Pamphile. Bonjour Jean-Marc, et puis bonjour aux Zitata, puisque je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Oui, les enfants turbulents, comme vous l'avez été sans doute. Alors c'est Zitata ou Zitata? C'est Zitata, mais en Martinique on dit les deux. On dit Zitata ou Zitata. Voilà. C'est ça. Comment allez-vous Justin Pamphile? Ça va, je me sens bien, et j'espère que ça va continuer et durer. Surtout. Alors, on rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que vous êtes maire du Lorrain, mais vous êtes beaucoup plus que ça. Oui, j'ai des responsabilités, c'est vrai, en Martinique, que m'ont confié mes pères. Donc, je suis président de l'association des maires. Donc, c'est une association loi 1901. Depuis les dernières élections municipales. Depuis les dernières élections municipales. Je suis également président du centre de gestion et j'exerce mes responsabilités tout en ayant une activité professionnelle. Voilà. Et vous travaillez à la CACEM, toujours on peut le dire? à la CACEM, et je suis directeur donc, de l'emploi et de l'insertion. Comment vous gérez cet emploi du temps de ministre? Bon, non, pas. J'ai pas d'avion, j'ai pas d'hélicoptère. Pas encore. Non, j'ai que ma voiture. Non, c'est une organisation millimétrée et qui demande certainement souvent de faire beaucoup de sacrifices. Donc pas le temps d'aller au cinéma, parfois de faire un peu de sport, c'est vrai, le dimanche. Mais c'est vrai que bon, il n'y a pas de place pour, on va dire, des choses un peu extra. Mais j'essaie de m'organiser, je m'organise. Alors on va découvrir votre parcours à travers cette émission, et notamment à travers la première rubrique qui s'appelle « Kimounouye ». Justin Pamphile, Kimounouye, présentez-nous l'homme Justin Pamphile. Alors l'homme Justin Pamphile, avant d'être homme, c'était un jeune homme. Hein, donc aujourd'hui j'ai 52 ans, père de famille. Je vis et j'habite au Lorrain, donc maire du Lorrain, je l'ai dit, et j'exerce mon activité professionnelle dans le territoire de la CACEM. Et puis, bon, j'ai des passions, hein, c'est le foot, c'est mon jardin, j'aime bricoler, même si parfois je fais beaucoup de bêtises, mais je suis comme tous les hommes martiniquais qui sont dans un environnement de vie et qui essaient de le partager avec les autres. Vous vous décrivez comme quelqu'un de calme, de posé, d'électrique, de survolté? Non, peut-être pas. Peut-être que plus jeune, j'ai été un peu fougueux. C'est ce qu'on disait de moi. J'étais un peu fougueux, mais ça, c'était l'âge. Avec le temps, je pense que je me suis beaucoup assagi. Et puis quand on prend des coups, quand on a du bonheur également, ça permet de façonner, d'arrondir en fait le personnage et puis de dégrossir un peu là où on était un peu survolté. Non, je pense qu'aujourd'hui, j'ai toujours parfois mon petit côté, je dirais, où je peux m'enflammer, mais je n'oublie pas qu'avec l'âge vient la raison et la sagesse. Donc je peux me qualifier aujourd'hui d'être un peu plus sage et puis d'arrondir les angles. Voilà. Vous avez trouvé votre équilibre? Oui, je suis bien comme ça parce que je n'aime pas les histoires, je n'aime pas les cocons. Je pense que quand on est dans cette vie, aussi courte soit-elle, parce qu'on a l'impression que 80 ans, 70 ans, ça dépend de la durée de vie que l'on a, ça peut paraître être long, mais je pense que dans le temps qui nous est imparti sur la Terre, il faut qu'on fasse des choses de manière positive et qu'on laisse une trace plutôt positive par rapport à ses enfants. Moi, je pense que ça, c'est important. Alors, vous l'avez dit, vous avez 52 ans. Oui. Alors, on va découvrir une photo sur laquelle vous aviez beaucoup moins que ça. Oula. Et vous allez la voir derrière moi, Justin. Alors, décrivez-nous cette photo qui est... alors, elle a été marquée par le temps, hein, ça se voit. On ne voit pas très bien le visage, marqué par le temps. Je devais avoir 2 ans et demi. Et cette photo a été prise à Fort-de-France. J'habitais donc chez ma tante, qui s'appelait à l'époque Tante Dodo. Donc c'est du côté de Redoute. Et je profite pour faire un coucou à ses enfants, et en particulier à Josiane, qui est aux Trois-Îlets. Et donc j'habitais à Redoute. J'ai fait mes classes maternelles à Ravine-Bouillé, Fort-de-France. Et c'était une petite photo alors, pas Justin. À l'époque, on m'a toujours appelé José. Mon père m'a toujours appelé José. Donc ça, c'est une photo de José à Ravine-Bouillé à Fort-de-France. Voilà. Il y en a encore qui vous appellent José? Toujours. Mes proches parents, mes frères m'appellent José parce que ça a été... alors tous ceux qui m'appellent Justin, ce sont ceux qui m'ont connu quand je suis rentré dans la vie associative et la vie politique. Mais tous ceux qui m'ont connu, mes parents, mes cousins, mes cousines, les amis proches d'enfance,
continue de m'appeler José. Ça, c'est José. Mais votre vrai prénom, votre premier C'est prénom, c'est Justin. lequel? Je n'ai qu'un prénom, c'est Justin. Mais je ne sais pas pourquoi mon père qui s'appelait Joseph. Ah oui, ben ça s'explique. Donc il a dû faire un raccourci José. Mais j'aime bien José parce que José, je dis souvent que c'est José, c'est mon petit nom de, je dirais, comment dire ça, de passionné. Et puis Justin, c'est un petit peu plus carré. Bon, après, chacun choisit. Mais j'aime bien José, j'avoue. Quel souvenir avez-vous de cette enfance donc en partie à Fort-de-France, Oui. vous avez trahi le Lorrain à un moment. Non, c'est pas contre ma volonté. Parce que bon, les parents à l'époque se sont séparés. Donc en fait, les enfants, on a été un peu éclatés. Donc là, j'étais en fait chez ma tante, donc, qui habitait Fort-de-France. Non, je garde un souvenir, en tout cas, de cette période-là un peu partagé entre le Lorrain et puis Fort-de-France. Mais beaucoup Fort-de-France. Et puis après, il y a eu Sainte-Anne, mais il y a eu également Sainte-Anne, il y a eu le Robert, parce que j'ai fait une partie de ma scolarité à Barrière-la-Croix. Et également à Sainte-Anne, donc au bourg, mon collège. Et puis j'ai fait mon collège au Robert, dans une école catholique privée, où là, jusqu'à la troisième. Et puis après, je suis parti au lycée Trinité. Voilà. Mais une enfance difficile, certes, mais bon, je ne peux pas dire qu'elle était malheureuse, parce qu'on était en famille, donc les frères, on était ensemble, frères et sœurs. Mais on a quand même pas mal bougé. Et ça, je garde ça, en tout cas, de mon histoire. On poursuit avec une autre photo. Alors là, on fait un grand bond en avant. Oui. Et on va voir une seconde photo, où là, une photo de groupe. Alors, je suppose que c'est partiellement la famille. Alors non, même pas. Alors là, je pense avoir 17-18 ans et j'étais dans une formation de directeur de centre de vacances. Ah, donc on est loin de la famille, en fait. Ah oui, ce sont on va dire des co-participants. D'ailleurs, quand on regarde bien, sur la droite, on voit mon ami du Carbet, qui était conseiller général. Et donc, en fait, je suis dans une formation de directeur de centre de vacances, parce que j'ai commencé à travailler très jeune. Dès l'âge de 16 ans, j'étais déjà animateur de centre de vacances. Et j'ai fait tout le cursus, donc animateur, surveillant de baignade, assistant sanitaire et directeur de centre de vacances. Et j'ai encadré des enfants pendant longtemps dans différents centres de vacances, au Robert, au Lamentin, un peu partout. Voilà. Donc ça, j'étais déjà dans une démarche de formation de directeur. Ça veut dire que vous avez très rapidement voulu être acteur et vous avez voulu en fait prendre des initiatives. Je n'avais pas le choix parce que mon père était ouvrier agricole, donc il ne gagnait pas des 100 et des 1000. Hein. C'était un paysan, c'était quelqu'un d'assez modeste, pauvre, je peux dire ça comme ça. Et pour payer une partie de ma scolarité, il fallait travailler. Et j'avais expérimenté une fois à travailler dans des champs, la récolte d'avocats. Ça était tellement raide que j'ai essayé de voir qu'est-ce que j'aurais pu faire pour essayer d'arrondir les fins de mois. Donc, chaque petite vacance et grande vacances, donc j'effectuais des centres de vacances avec la FOL, l'UFCV, les CMEA, enfin tous ceux avec qui j'ai eu l'occasion et l'opportunité de faire cet exercice-là. Et j'en ai gardé un très très bon souvenir, d'ailleurs avec le Lamentin également, l'Office des sports du Lamentin, où j'ai été directeur de centre de vacances, ma dernière expérience de centre de vacances. Ça a été formateur pour vous? Excellent, parce que vous apprenez à gérer un groupe, vous apprenez à gérer des adultes, parce qu'on était quand même, et quand j'étais directeur de centre de vacances au Lamentin, donc j'avais une équipe d'une vingtaine de personnes, je devais avoir 18 ans, et effectivement j'encadrais une équipe d'une vingtaine de personnes avec 150 enfants, mais il y avait 2 centres. C'était un centre de 300 enfants avec une répartition 150-150. Et tantôt, on avait la totalité du groupe à gérer, donc une quarantaine d'animateurs. D'ailleurs, je fais un coucou à Jean-Michel. Et parce que oui, c'est vrai, ça me fait penser à toutes ces personnes avec qui j'ai travaillé. Une excellente expérience de management et de prise en responsabilité. Et vous aimiez bien aussi qu'on vous regarde, Justin Pamphile? Ben, Vous savez pourquoi je vous pose la question? Sur la photo qui suit. Oui, alors on va voir ça. La photo qui suit, c'est une photo qui nous montre un défilé de mode, en fait. Oui. Bon, j'étais filiforme, hein, j'étais assez sportif. Oui, nous avons tous changé. Oui. J'ai pris un peu de poids. Beaucoup même. Non, là, j'avais fait une expérience de défilé de mode avec une amie du Robert qui m'avait demandé
de défiler pour elle. Et bon, franchement, très honnêtement, bon, à mon visage, vous voyez toute ma détresse. Oui. Je me disais que vous étiez très sérieux pour quelqu'un qui défilait. Je n'ai pas lâché du tout, stressé. Parce que c'était certainement la première fois que je faisais ça de ma vie. Mais j'ai joué le jeu parce que si elle me l'a demandé, c'est peut-être parce qu'elle a trouvé que bon, j'avais un petit profil de mannequinat. Mais très honnêtement, je pense que j'ai dû passer une très mauvaise soirée parce que j'étais stressé. Et c'était, je pense, j'avais la crainte du regard que les gens pouvaient porter sur ma personne. Mais ça apprend aussi à quelque part à se connaître, Tout à fait. à se contrôler parfois aussi. Se contrôler, se connaître, ne pas avoir peur de soi, ne pas avoir peur de ce que les gens peuvent penser de vous. Et alors c'est Madame Zidé, voilà, ça me revient. C'était la couturière et bon, j'ai joué le jeu, quoi. J'ai dû faire 3 passages, pas plus. Et bon, s'il fallait recommencer, bon, aujourd'hui, je dirais non. Donc vous n'êtes pas plus narcissique que ça? Non, pas plus que ça. Une seule fois. Et très honnêtement, je l'ai fait parce que on était assez proches, je la voyais régulièrement et bon, elle a dû trouver certainement que j'avais un bon profil. Vous aviez quel âge à ce moment? Oh, là, j'étais au lycée, donc 17-18 ans. D'accord, donc plus. à peu près le même âge que sur la photo précédente. 17 ans, c'était la période d'animateur également. Quel adolescent avez-vous été? J'ai été un enfant plutôt... Alors, on dit de moi que j'ai été compliqué, difficile, parce que j'avais un fort caractère, mais ça, c'était certainement lié à mon histoire de vie. Mais ce qui était bien, c'est que j'ai beaucoup vécu en collectif. Donc j'ai appris très jeune à partager et à être dans le partage avec d'autres. Et ça aussi, ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Et c'est cette capacité à donner aux autres, à ne pas toujours prendre pour soi, de donner ce que l'on a. Parce que si... on ne sait pas faire le don de soi, on ne peut pas faire ce que je fais aujourd'hui. Il faut être en capacité de faire le don de soi et ne rien attendre en retour surtout. Déjà à ce moment-là, vous aviez un petit peu la politique dans un coin de votre tête? Non, pas du tout. Franchement, non. J'étais plutôt enfant de cœur. J'étais plutôt enfant de cœur, j'étais plutôt proche de l'église parce que je vous ai dit... Ah oui, enfant de cœur au bon sens du terme, au sens propre du terme, oui, d'accord. De bon sens du terme parce que j'ai fait, comme je vous l'ai expliqué, mon collège dans une école catholique, c'était à la Sainte Famille. Oui. Et donc, en fait, j'étais plutôt dans cette dynamique-là, quoi. Donc, non, la politique, je ne savais même pas si ça existait à l'époque. Vous vous êtes aussi essayé à la poterie. On va le voir sur le prochain cliché. Oui. La poterie, c'est... Voilà, la poterie, c'est... Alors, sur le petit comment on appelle écusson. Ça? Le petit écusson, vous voyez marqué JKL. Et effectivement, là, en tant que directeur ou animateur, en tant que directeur de centre de vacances, on avait emmené les enfants faire l'expérimentation à la poterie des Trois-Îlets. Il était hors de question que, en tant qu'animateur, je ne puisse pas essayer pour voir... Et montrer l'exemple. Et montrer l'exemple surtout. Et puis pour moi-même, quoi. Je pense que il faut connaître l'identité de son pays. Et puis aujourd'hui, je sais faire au moins un pot en terre cuite et je n'en rougis pas. Je pense même que j'ai dû le ramener à la maison. Je pense même que j'ai dû le ramener à la maison. Comme trophée. Comme trophée. Puis bon, il n'était peut-être pas équilibré, mais en tout cas, j'avais ma carafe ramenée du centre de loisirs du mois de juillet, très certainement. Vous parliez de la culture martiniquaise, la culture de votre pays. Déjà là, c'est quelque chose que vous ressentiez très fort sur ce besoin de rattachement. Important. Je suis je suis né dans la terre, j'ai grandi dans la terre, j'ai grandi à la campagne et je suis, comment dire, quand j'ai fini mes études, pour la petite histoire, quand j'ai fini mes études, je suis revenu chez moi au Lorrain, à Mont-des-Gras, j'aime bien le préciser. Et la première chose j'ai fait 2 choses. J'ai réalisé un four à charbon parce que j'avais envie de me ressourcer dans ce qui était ma nature, ce qui était mon histoire. Et puis avec mon père, j'ai planté des arômes, j'ai planté des choux de Chine. J'ai fait des choses qui me permettaient de retrouver le sens des choses, la terre. Et puis après, 6 mois après, mon père m'a demandé « Mais est-ce que vous faites tout ça à l'étude ?»
pour venir faire Fouchabon. Oui, parce que lui, il était ouvrier agricole. Il était ouvrier agricole. Donc, il ne comprenait pas mon cheminement où je fais des études, je reviens, et puis mon café Fouchabon, dans des bagages. Il ne comprenait pas. Et il m'a demandé s'il ne comprenait pas la logique. J'avoue que quand il m'a dit ça, je pense que 1 ou 2 mois après, j'étais parti à la recherche d'un travail pour pouvoir justifier les études que j'avais réalisées. Voilà. Alors, les études, justement, on y arrive à travers le cliché qu'on va voir, où visiblement, vous étiez en France à ce moment-là. Oui. Une petite marche. Alors toujours, j'étais étudiant en licence. Alors j'ai fait une licence IPAG, c'est une licence de préparation à l'administration générale, et puis également une maîtrise avec une spécialisation dans la gestion des collectivités locales. Et puis mon père qui était avec moi, alors pour ceux qui connaissent peut-être, c'est le parc de Sceaux. C'était mon parc de prédilection où je faisais, bon, vous voyez le corps d'athlète. Hein. Oui, absolument. J'étais assez filiforme. D'ailleurs, j'ai participé, je me suis beaucoup entraîné pour la course du souvenir, donc à l'époque avec les frères Mangata, donc les foulées. Et donc, c'était à l'occasion d'un passage, mon père était venu passer quelques jours de vacances. Et on déambulait dans le parc de Sceaux. Parc de Sceaux, dans le 92, région parisienne, voilà. les Hauts-de-Seine. Pour que tout le monde comprenne, en fait, la résidence universitaire où j'étais était juste à côté du parc de Sceaux, c'est la résidence Jean Zay. Voilà. Ah, Jean Zay. Exactement. Donc j'étais hébergé à la résidence Jean Zay et le parc était l'endroit où j'allais faire mon sport et puis avec mon père où je pouvais continuer à discuter et à déambuler. Voilà. Les études, c'était comment ? Bien. J'ai mieux réussi la deuxième partie que la première partie. C'est pour ça que je profite pour passer un message aux jeunes en leur disant j'ai raté mon bac, hein, j'ai loupé mon bac. Et je dis aux jeunes de ne pas penser que l'échec arrête tout. Au contraire, l'échec peut vous aider à rebondir. Donc j'ai loupé la première année et à partir des études supérieures, j'ai eu un parcours beaucoup plus fluide. Et bon voilà, quoi, je suis assez satisfait de ça, assez content. Donc après c'est l'IPAG, vous avez dit, c'est ça ? Alors j'ai fait l'IPAG, c'est l'Institut de préparation à l'administration générale. Ensuite la maîtrise AES, avec une spécialisation ensuite dans la gestion des collectivités locales. Et puis ensuite je suis rentré en Martinique en 1994 de mémoire. Voilà, et je suis allé faire mon four à charbon. Et après le four à charbon, quelle a été la suite ? Après le four à charbon, première expérience professionnelle, j'ai travaillé avec... au centre, alors ça s'appelait le CRIJ, le CIDJ à l'époque, le CRIJ, donc le Centre régional pour l'information jeunesse, avec Patrick Flériac qui en était le directeur, puis M. Palsy qui était le président. Mais j'ai fait pas mal de choses. Hein. J'ai fait le CRIJ, j'ai travaillé à la mission locale de la Cabestère du Nord, j'ai travaillé à l'EPSR, c'était l'équipe de préparation de suivi de reclassement des personnes handicapées. Oui. Donc déjà une trame un peu sociale. Hein, au niveau du parcours. J'ai travaillé à la SMERAG, donc la mutuelle des étudiants. Et puis, mon parcours a changé. Je suis rentré à la mairie du Prêcheur en 1998. Pendant 3 ans, j'ai été chef de projet politique de la ville à la mairie du Prêcheur. Et puis, en 2001, je suis rentré à la CACEM jusqu'à aujourd'hui, où j'ai été en fait directeur de la politique de la ville et de l'habitat pendant un certain nombre d'années. Et je suis aujourd'hui directeur de l'emploi et de l'insertion. Donc j'ai un cursus qui est assez social, qui est assez fléché, où j'accompagne souvent et beaucoup les personnes. Voilà. Alors tout à l'heure on parlait du four à charbon, mais vous avez finalement retrouvé le goût de la terre, puisque sur le cliché qu'on va afficher là, vous étiez, vous êtes... Alors, les 2 clichés sont des clichés où vous êtes en rapport avec la nature. Alors là, la nature, c'est la chasse, c'est ma passion. Je suis un chasseur. D'ailleurs, toute la famille chasse. Mes 2 frères chassent. Donc, on est tous adhérents de l'association du Ramier du Nord. Alors, on va dire oui, des assassins, des criminels. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que les chasseurs sont les premiers protecteurs de la nature. Et on ne chasse pas pour chasser. Moi, je ne fais pas ça pour tuer des petits oiseaux. Quelquefois, on peut passer une journée à l'extérieur sans tirer un seul coup de fusil, mais on profite de la quiétude et du silence et de ce que peut procurer la nature et les oiseaux également. Et puis ça, c'est ma passion.
Alors je vais faire. Ça, c'était pendant le Covid, en mars 2020, pendant le confinement. Je me suis dit, parce que vous voyez, quand on regarde le ventre, on se rend compte que le confinement, avait eu un effet, oui. Le confinement commençait à avoir un mauvais effet. Et ça, je n'ai jamais perdu ça. Ça, c'est la... Vous avez perdu un petit peu quand même. Oui, là, je fais attention parce que j'ai eu quelques petits soucis de santé. Mais ça, c'est ma passion de tous les jours. D'ailleurs, j'ai du jardin encore, hein, je plante. Mais je fais moins les fosses. Bon, maintenant, je fais contre tout le monde. Hein. On fait tout on va bailler après. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Parce qu'il faut toujours avoir son petit jardin à côté de la maison. Et là, pendant le confinement, moi, j'ai profité de faire un petit jardin. Mais je continue à en faire toujours. Et qui ça va cultiver? Ah, mais moi, ma passion, c'est dachine. J'adore ça. Je vais pas planter. Je ne sais pas planter autre chose. C'est chou de Chine, c'est dachine, c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'ai appris à faire. Dachine, pas d'igname. L'igname, je ne sais pas faire les fosses, alors que c'est le même principe, mais le travail sur les fosses d'igname est un peu plus compliqué, un peu plus raide. Il faut faire des fosses qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus importants. Mais bon, s'il faut en faire une, j'en ferai une. Peut-être que je n'aurai pas des ignames de 10 mètres, de 5 mètres ou de, je ne sais pas, de 60 cm. Mais les choutines, je garantis que je au moins un grain d'achine et que je pourrais partager. Parce que je ne fais pas ça, je fais ça simplement pour partager avec la famille, mes frères, ma tante, voilà, mes oncles, voilà, tout simplement. Je fais ça pour passion. Ce rapport à la nature, à la fois à travers la chasse, donc vous régulez ce que vous nous dites? Oui, je régule et puis je profite de la nature. Et ce rapport à la terre, qu'est-ce que ça représente dans la vie de Justin Pamphile? C'est pour moi ne pas oublier d'où je viens. Ça me permet de ne pas oublier d'où je viens, qui je suis. J'ai fait ça pendant des années avec mon père. C'était quand pendant les vacances, on nous appelait les bulldozers. Donc on était 3 frères et quand mon père partait au travail, il nous donnait les tâches à accomplir et parmi les tâches, il y avait ça. Et on a grandi comme ça, on a grandi avec ça. Et c'est toujours me ramener à la juste valeur des choses. La terre vous permet de vous ressourcer, de ne pas oublier d'où vous venez et les terres nourricières et les mers nourricières. Et voilà, quand je suis là, je suis dans mon environnement et je suis heureux quand je suis dans les bois où je passe, alors quelquefois le dimanche et puis quand j'ai un peu de temps le samedi matin, mais très tôt, hein, parce que après quand on est dans la fonction d'élu, on est vite happé par des problèmes, des difficultés, il faut les régler. Voilà. Alors on change de registre, vous en parliez, la fonction d'élu. On va avoir une photo qui visiblement est une de vos premières expériences. Oui. En tant qu'élu ou que futur élu alors? Même pas. Cette photo, c'est à côté de moi, c'est Bernard Templet, qui a été pendant très longtemps président de l'Oceanic Club du Morne Capot et qui m'a accompagné dans mon parcours de président d'association. Et puis à ma droite, c'est Madame Adéquin, qui était donc encore jeune femme à l'époque. Aujourd'hui, elle est Adéquin, mais c'est Ardin Liliane, qui était trésorière. Et j'étais donc jeune président. Et une pensée forte pour Bernard Templet parce que c'est quelqu'un qui était un pur produit de l'éducation populaire. Et donc il m'a accompagné pendant le temps où j'ai été président de l'Oceanic Club du Morne Capot. Donc c'était quelqu'un qui, en tout cas, qui me montrait les choses, qui m'a accompagné, qui m'a aidé dans ma tâche de président et qui m'a aidé également à prendre ma décision le jour où j'ai pris la décision de m'engager en politique. Voilà. Donc ce parcours associatif, de dirigeant associatif, vous a conduit de façon naturelle vers la politique? Oui, parce qu'en fait, on se rend compte de ce que l'on fait dans le champ associatif. Là, j'étais au football avec l'Océanique, mais j'ai été également vice-président dans le club de handball, l'Éveil de Carabin. Et ça vous donne le sens vous partagez les angoisses, les difficultés et les bonheurs surtout aussi quand vous gagnez un match, alors que vous en avez perdu beaucoup avant, vous êtes heureux comme pas deux. Et puis il y avait d'autres camarades qui étaient là, Rigobert, Yves Sorendo. Et en fait, le samedi et le dimanche, on était parfois en colère à côté du terrain, mais parfois il y avait beaucoup de bonheur de se retrouver avec les jeunes. Et ça vous aide après à rentrer dans la vie politique parce que vous apprenez à écouter les autres, vous apprenez à partager avec les autres. Et ça, pour moi, c'est une formidable expérience. Alors, on a commencé à parler un petit peu de politique. On continue avec la rubrique Matinique. Donc, Justin Pamphile, bon, mais la politique, vous y êtes arrivé finalement à quel âge? Ma première expérience politique, je l'ai eue en 1995.
J'avais fini mes études, j'étais au Lorrain et Siméon Salpêtrier m'a donné mon premier micro. D'ailleurs, c'est Alain Geneviève, je ne vais jamais oublier ça, qui m'a tendu le premier micro et j'ai fait mon premier meeting au Lorrain. C'était la campagne des présidentielles. Oui, c'était les présidentielles. Et à l'époque, on faisait campagne pour, mon Dieu, en 1995. 95, c'était les élections. Ça devait être la réélection de François Mitterrand. Non, c'était l'élection de Jacques Chirac. Voilà, Jacques Chirac, et je faisais campagne pour alors Jospin, il me semble, de mémoire, et avec Siméon Salpêtrier. Et c'était ma première expérience qui s'est continuée ensuite, qui s'est poursuivie avec l'élection municipale. On avait perdu en 1995. Et puis ensuite, en 1998, il y a eu l'expérience où j'ai accompagné Franz Anexim, candidat aux élections cantonales. Et puis je me suis présenté pour la première fois en 2004. Donc il y a eu un trou entre 1998 et 2004. Et en 2004, je suis revenu, je me suis présenté aux élections cantonales parce que j'ai quelques personnes, quelques camarades qui m'ont demandé d'y aller, quoi. Parce qu'ils ont senti peut-être qu'il y avait quelque chose. Je me suis présenté en 2004, je devais avoir 36 ans, ou 36 ans. Ça. Et cet engagement, il s'est fait donc dans la commune du Lorrain. Oui, ma commune natale. On va voir une photo de Gérard Cabrimol, qui est sur le site de la ville du Lorrain, d'ailleurs. Oui. Voilà, on voit une vue magnifique à hauteur de la commune du Lorrain. Parlez-nous de cette commune qui est magnifique, c'est une très belle ville, c'est une très belle commune. Là, on voit le stade, on voit la piste d'athlétisme, la piscine, le lycée. Au loin, on voit Séguineau, la Morave, on voit la Morave à droite. Et moi, j'habite à la campagne. J'habite à peu près à 5 minutes de Bourg. Toujours à Montdégras ? Montseron. Montseron maintenant, d'accord. J'habite à Montseron parce que c'est là que j'ai trouvé un morceau de terrain. On voit le temple adventiste et puis la baie du Lorrain, qui est une baie magnifique. Malheureusement, on a une difficulté, c'est qu'on a la houle qui fait que la baignade est compliquée, complexe, voire dangereuse. Donc là, bon, quand on voit ça, on voit toute la beauté. Et l'image, c'est de voir le Lorrain en hauteur. Parce que c'est vrai qu'on est là, on est au niveau mer, bord de mer. Mais quand on est en hauteur, vous avez des vues magnifiques. Et quand on voit ça, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le 22 mai, 22 mornes, 22 km. C'est une sorte de petit rail qu'on réalise chaque année. Le Covid nous a un peu embêtés les 2 dernières années, où on traverse toutes les campagnes du Lorrain. Donc le Lorrain, c'est ça, c'est cette beauté-là, la verdure, et c'est magnifique. Et puis, on ne voit pas bien les terres, mais quand vous rentrez dans les terres, vous rentrez dans cette proximité que j'aime beaucoup. Quand vous avez décidé de vous engager en politique, pour vous, il n'y avait pas de doute, c'était le Lorrain. Ce serait au Lorrain. Ça ne pouvait pas être ailleurs. Moi, même quand j'étais étudiant, dans ma tête, il fallait rentrer chez moi, quoi. Mais pas au sens politique. C'est qu'une fois mes études terminées, il fallait rentrer en Martinique, il fallait rentrer au Lorrain, parce que c'est là que j'avais mes attaches. Et je n'aurais pas pu m'engager ailleurs et me sentir utile, si ce n'est que pour ma ville, quoi. Vous avez d'abord été conseiller général, oui, en 2004 de mémoire. En 2004, c'est ça. Voilà. Et puis ensuite, vous avez conquis la la mairie du Lorrain. En 2008, bon, ça s'est fait pas aussi facile que les gens peuvent penser. On s'est battu quand même, hein, parce que... à l'époque, vous vous étiez présenté contre le maire sortant. Non, le maire n'était pas candidat. Il avait décidé d'arrêter la vie politique. Et c'était son premier adjoint qui était donc candidat. Et nous avons formé une petite équipe dans la continuité des élections cantonales. Le maire sortant, c'était Michel Talmency, et qui ne se représentait qui ne se représentait pas. Et le premier adjoint, c'était Guy Annonay, qui était candidat. Ouais. Vous aviez quel âge à l'époque, Justin ? 38 ans. Donc vous avez été l'un des plus jeunes maires élus. Le plus jeune maire élu à l'époque. C'était pesant parce que on sait que tous les regards sont sur vous. Chaque fois que vous faites une erreur, les gens vous tapent dessus parce qu'on estime que vous n'avez pas droit à l'erreur. Ça a été difficile au début ? Ah, c'était compliqué. C'était compliqué parce que quand on est le plus jeune maire, on a toujours l'impression que les gens veulent voir quand vous faites une erreur, mais on ne voit jamais quand vous faites quelque chose de bien. On voit toujours toutes les erreurs, mais ça peut arriver qu'on fasse des erreurs. Mais je crois qu'il ne fallait pas s'arrêter à ça. Il fallait, et heureusement, j'étais bien entouré. J'avais des gens autour de moi, donc des gens qui croyaient en moi et qui étaient là pour me soutenir dans les moments parfois qui pouvaient être des moments difficiles. Notamment en 2013,
juste un peu avant le renouvellement, quand j'ai perdu mon père. Voilà. Et vous avez depuis été réélu 2 fois. 3 fois. 2 fois. Deux fois. Vous êtes sur la 3e mandature. Voilà, 2008. Élu une première fois et réélu 2 fois. Et 2021. Et chaque fois 2020. brillamment. Alors, crescendo brillamment, on va dire ça comme ça. Et je remercie toujours les Lorinois parce que, vous savez, la confiance, pour qu'elle s'installe, elle doit s'installer à la fois sur les engagements que vous prenez, les réalisations que vous faites, et puis le fait que les gens trouvent que vous leur ressemblez. Si vous ne ressemblez pas aux gens, ils ne votent pas pour vous. J'avais un slogan qui était « dire, faire et voir ». Je dis ce que je fais ce que je dis, et vous voyez ce que je dis et ce que je fais. Et ça, pour moi, ça a été le slogan, qui est toujours le même slogan d'ailleurs, que l'on emploie pour dire aux gens, pas de promesses. Quand on promet quelque chose, on réalise. Quelle est votre conception de la gouvernance municipale ? On va voir cette affiche sur laquelle vous invitez les Lorinois à venir à des réunions publiques. Est-ce que c'est ça votre conception de la gouvernance ? C'est fondamental parce qu'on ne doit pas... Il ne faut pas qu'on soit isolé dans la gestion, dans le pouvoir. Parce que quand vous êtes isolé, les gens parfois peuvent ne pas comprendre ce que vous faites. Donc il faut leur expliquer, il faut répondre à leurs questions. Et en plus, on a développé quelque chose, d'ailleurs, que je vois apparaître, c'est ce qu'on appelle le budget participatif, qui repose en fait sur les conseils de quartier. Nous avons des conseils de quartier et je leur demande de présenter 10 projets. Et ensuite, on fait une assemblée générale des conseils de quartier. Et sur la quarantaine ou la cinquantaine de projets remontés des conseils, on en choisit 10 et on donne la garantie au conseil que ces 10 projets seront réalisés dans l'année, en prenant soin de leur dire de ne pas nous demander de faire un gymnase ou bien une église parce que ça prend du temps. Donc tout ce qui concerne la proximité, dans l'année, on réalise. Voilà. Cette conception très démocratique en fait, du pouvoir, de la gouvernance municipale, comment est-ce que la population l'a reçue ? Ça tranchait un petit peu, non ? Oui, parce qu'en fait, au départ, bien, mais alors, c'est vrai, la démocratie participative, je souris parce que c'est quelque chose à double tranchant, parce que parfois, ils pouvaient ne pas être habitués à avoir la parole libre. Et quand ils ont la parole très, très, très libre, vous vous retrouvez parfois oui. à entendre profusion de prise de parole, ça part dans tous les sens. Dans tous les sens, mais en même temps, il faut écouter, parce que des fois, il faut après trier, prendre ce qu'il y a de bon, apprendre. J'ai des exemples de choses qu'on a pu réaliser grâce au conseil, grâce aux remontées et puis aux actions que les gens nous ont proposé de réaliser. Et je trouve ça très bien parce que ça participe également à apaiser le climat dans le quartier, dans la ville, parce que les gens savent que quand ils vous proposent quelque chose et qu'ils voient que vous le réalisez, donc ils savent que le maire est à l'écoute de leurs propositions. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Et j'ai entendu ici ou là, il y a quelques années, où on a beaucoup parlé de démocratie participative dans certaines élections. Bon, c'est quelque chose qu'on pratiquait depuis un certain nombre d'années, donc je ne suis pas surpris ni mal à l'aise avec ce concept-là et ce principe-là. Et puis votre gestion vous aide, puisqu'on va le voir sur cet article de France Antilles, très récent d'ailleurs. Votre commune, vous avez réussi à désendetter la commune du Lorrain. Est-ce que c'est le bon terme ? Alors, un endettement quasi inexistant. Oui. Donc, il y a encore un petit peu quand même. Il y a un petit... non, c'est aussi sur ça qu'on voit la qualité de gestionnaire de maire. Alors, je ne sais pas si... Je ne vais pas m'envoyer de satisfecit. La seule chose que je sais, c'est que quand je suis arrivé en 2008, il y avait un encours de dette de l'ordre de 4,5 millions, donc que la ville remboursait. Aujourd'hui, nous avons un encours de dette de 300 000 €. Ça veut dire que sur les 2 années à venir, la ville n'a plus aucune dette. Donc ça nous met en position maintenant pour recommencer à discuter avec les banques. Et puis, ça nous permet également de nous projeter de manière beaucoup plus positive pour l'avenir. Et ça n'apparaît peut-être pas dans le document, mais non seulement l'endettement est quasi inexistant, mais les résultats de l'année 2021 sont des résultats, on va dire, assez exceptionnels. C'est qu'on a à peu près, on dégage un excédent de l'ordre de 2 millions d'euros. Ça nous permet d'envisager l'avenir de manière sereine. Maintenant, je le dis, je ne suis pas dans l'autosatisfaction ni dans la gloriole. On a quand même des difficultés au niveau de la caisse, des écoles. Oui. Et est-ce que malgré tout, vous êtes arrivé à investir ? Beaucoup, on travaille beaucoup. Je travaille beaucoup en régie, donc avec les agents, donc je leur fais confiance. Donc en régie, ça veut dire que c'est la mairie elle-même qui réalise beaucoup de choses. Et puis maintenant, avec les résultats plutôt positifs, on commence à faire appel de plus en plus aux entreprises
pour nous permettre d'aller un peu plus vite et puis de permettre que on va dire que le roulement, que la trésorerie fonctionne un peu mieux et puis que nos subventions rentrent. Parce que quand vous travaillez et qu'il n'y a pas de subvention qui rentre, ça devient compliqué. Donc on est dans une équation parfois un peu complexe, mais je suis assez content. C'est l'endettement qui est quasi inexistant, mais la ville a encore certainement quelques petites dettes. Alors on avance parce que le temps passe très très vite. Juste un peu. Je voudrais vous montrer un bâtiment qui se situe au Lorrain. Ouais. Alors, dont on n'entend pas beaucoup parler, sauf peut-être dans le Nord-Atlantique, c'est un établissement de réadaptation et de soins de suite. C'est ça. C'est l'ancien hôpital du Lorrain, en réalité. C'est le nouveau. Oui, je veux dire, c'est l'ancien qui a été transformé, c'est voilà, ce que je veux dire. C'est l'ancien qui a été reconstruit. Alors ça, c'est ma première sortie en tant que conseiller général en 2004, puisque nous l'avons inauguré. C'est le centre hospitalier intercommunal Joseph Salaire. Joseph Salaire qui était le premier adjoint de Michel Talmessy, et qui est parti dans des conditions un peu tragiques. Première sortie, inauguration. Donc ça a été inauguré à l'époque par le président du conseil d'administration, Michel Talmessy, et par André Charpentier, qui était donc le maire de Basse-Pointe. Et c'était en tout cas les prémices et le signe d'une volonté commune qu'il y ait sur le territoire une offre de santé. Et aujourd'hui, le centre de soins de suite, en tout cas, trouve sa place et on a des projets relativement intéressants pour lui permettre vraiment d'occuper l'espace de santé dans le territoire. On sait qu'à l'époque, l'hôpital du Lorrain était considéré comme l'un des plus vétustes de Martinique. Oui. Bon, il y a eu du chemin de fait depuis. Ça veut dire qu'on peut, au niveau de la santé, investir de façon positive. On peut investir de manière positive et puis tenir compte de ce que les professionnels de santé nous disent sur le territoire. Il y a un déficit. Donc là, avec la directrice, on est en train de travailler sur, je dirais, entre guillemets, des prestations annexes. On a fait venir, aujourd'hui, on a une consultation d'ophtalmo, une consultation de chirurgien, on a un podologue qui veut s'installer. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité de mettre des services je dirais, annexes à l'activité de l'hôpital et développer des choses qui vont permettre aux personnes de se fixer. Et de donner à l'hôpital ce que j'appelle une trajectoire vertueuse pour lui permettre d'être équilibré dans sa gestion. Et c'est important qu'on fasse des hôpitaux de proximité, des antennes avancées, parce que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, si vous avez une difficulté à Macouba, Gand-Rivière, que vous soyez obligé, si l'hélicoptère n'est pas disponible et que malheureusement il est en Guadeloupe, il y a une vraie difficulté. Donc l'hôpital doit pouvoir jouer ce rôle à un moment donné de soins de proximité, de premiers soins de proximité, et permettre aux gens de pouvoir vivre dans leur territoire et d'avoir une offre de santé. Alors c'est un établissement qui rayonne un petit peu déjà sur le Nord-Atlantique. On va voir cette photo d'un site que vous allez reconnaître, Justin Pamphile. Bon, bien entendu, c'est un des symboles, un des sites symboliques du Nord-Atlantique, la Caravelle. Oui. Parce que le Nord-Atlantique, très clairement aujourd'hui, c'est votre ambition, même au-delà d'ailleurs du Nord-Atlantique. J'ai tout de suite reconnu parce que c'est là que je fais ma marche le dimanche. Alors, tantôt le dimanche matin, bon, ces jours-ci, pas trop parce qu'il y a beaucoup de monde. Et plutôt, des fois le dimanche après-midi, avec mes frères, on marche beaucoup à la Caravelle. On fait le grand parcours, donc, nous, dans des anti-compétitions fraternelles là. Mais bon, j'ai un frère qui marche mieux que moi, il est très bon. Et effectivement, quand on voit ce paysage-là, on se dit c'est magnifique. Et le nord de la Martinique mérite ça, quoi. Ça mérite, je dirais, d'être un territoire qui a une vraie valeur ajoutée, qui n'est pas celle du sud, qui n'est pas celle du centre, où les gens doivent prendre plaisir à venir justement découvrir. Mais ce n'est pas simplement venir et repartir, c'est qu'il faut profiter de tout ce cachet-là. Et moi-même, au niveau de Pas que le Nord-Atlantique, tout le Nord. Tout le Nord. Je ne suis pas autocentré. Vous n'êtes pas atlantiste? Non, je ne suis pas atlantiste. Je vous ai dit que j'ai travaillé très, très longtemps au Prêcheur. Oui. Donc, je connais bien la façade Nord-Caraïbe. Et non, je pense qu'il faut donner au Nord de la plus-value. Mais la seule manière de pouvoir faire du développement sur le territoire, c'est d'y apporter quelque chose. Ce n'est pas simplement dire que venez voir la verdure, la montagne pelée. Il faut que vous puissiez proposer aux gens des choses qui les fixent, qu'ils viennent visiter. Et on a tout ce qu'il faut. Je ne vais pas pouvoir développer ça là maintenant, mais au Lorrain, on est en train de faire un certain nombre de choses dont on entendra parler les jours prochains. Juste une petite parenthèse, Justin Pamphile. Au moment où on enregistre cette émission, il y a des mouvements
un mouvement social Oui. au lycée Joseph Hernock du Lorrain, parce qu'il y a des sections qui sont aujourd'hui clairement Oui. menacées de disparaître, et notamment celle d'agents de la qualité de l'eau. Oui, tout à fait. Quand on connaît la problématique de l'eau en Martinique, Ben, c'est très surprenant. c'est limite incompréhensible parce que comment on peut fermer une section d'agents de la qualité de l'eau alors que la quasi-totalité de ceux qui sortent trouvent du boulot, ça c'est une chose. À l'époque, on a fermé la section qui était une section couture. Et j'entends souvent, quand on a eu la problématique du Covid, on cherchait des couturiers et ça a été compliqué. Et puis il y a une seconde section que j'entends que l'on veut fermer, c'est celle qui est autour du bois. Oui. Moi, je veux simplement rappeler à ceux qui ne le savent pas, c'est que quand on a réhabilité l'église du Lorrain, la maquette des bancs de l'église a été réalisée par la section bois du lycée. Donc ce que nous avions fait, c'est que nous avions impliqué le lycée dans le travail de reconstruction de l'église. Donc il y a peut-être des personnes qui sont arrivées hier ou avant-hier et qui ne savent pas la réalité de l'engagement de ce lycée-là et des jeunes dans le patrimoine martiniquais et singulièrement le patrimoine lorinois. Mais je dis qu'on ne peut pas, quand on sait qu'on cherche de bons menuisiers, qu'on cherche de bons ébénistes, et puis quand il y a une section, on veut la fermer. J'ai du mal à comprendre ça. Et des charpentiers, on n'en trouve pas. Et quand on en trouve, ils sont tellement débordés que... donc je pense qu'il faut renforcer le lycée, renforcer les sections où justement que l'on décide de fermer, de manière à ce que ces personnes-là, ces jeunes-là, puissent trouver ensuite des débouchés en Martinique. On ne pourra pas s'étendre davantage sur le sujet, puisqu'il faut quand même qu'on parle de politique. Oui. Juste un bon fil de politique politicienne. On y passe avec cette rubrique. Donc la politique, c'est une grande partie de votre vie aujourd'hui. Alors, vous allez me dire que la politique municipale n'est pas forcément de la politique politicienne. C'est de l'action. Voilà. C'est de l'action. Je vais vous montrer d'abord un logo que vous connaissez très très bien. Ce logo, c'est non seulement celui de votre employeur, mais c'est aussi celui d'une communauté d'agglomération. Oui. Et je voudrais que vous nous disiez ce que vous pensez de cette importance prise aujourd'hui par les communautés d'agglomération au niveau de l'action politique, clairement. Vous voulez mon sentiment vraiment ? Tout à fait. Je pense que qui trop embrasse, mal étreint. On donne beaucoup trop de compétences aux EPCI. Donc, établissement public intercommunal, voilà, de coopération intercommunale. Voilà, donc les agglomérations aujourd'hui, les 3 agglomérations. Et parfois, on se rend compte que quand elles ont beaucoup de compétences, sur le terrain, les choses ne sont pas toujours évidentes. Alors que ce qu'il y a à privilégier, à mon sens, parce que l'expérience que j'ai des EPCI montre que c'est ce sur quoi il faut travailler, c'est à la fois travailler sur de la mutualisation, ne pas enlever, ne pas déposséder les communes de compétences qui sont des compétences mais fortes de proximité, et mutualiser avec les EPCI. Je prends un exemple. Dans le Nord, par exemple, on se rend compte que quand il y a des intempéries, il y a souvent des chutes d'arbres, etc., etc. Donc, il faut mutualiser des engins. Les pareuses, un bac-houe, un tractopelle, des machines, et qui peuvent effectivement, en fonction des intempéries ou en fonction des besoins, aller sur les territoires. On peut mutualiser la problématique liée à la gestion du personnel, des ressources humaines, monter en compétences, le badgeage, la gestion des congés, etc., etc. Donc il y a plein de choses que l'on peut faire. Aujourd'hui, je vois qu'on veut donner des compétences en matière de gestion des eaux de pluie. Enfin bon, on a l'impression qu'effectivement, les pouvoirs des communautés d'agglomération sont en train de s'étendre de façon presque indéfinie. Avec une incidence parfois... Qu'est-ce qui reste pour les communes ? Après, il ne reste rien. Il ne reste rien, mais quand on a besoin d'avoir de la validation, on est obligé de venir voir le maire pour aller parler aux gens. Je prends un exemple. Mais budgétairement, on mutualise. On mutualise sur certaines choses. Il y a des choses qui se font. Je prends l'exemple du transport. Aujourd'hui, la ville du Lorrain est pénalisée. Je dis pénalisée parce qu'elle a anticipé la mise en place d'un transport urbain sur son territoire. Et quand on a mutualisé, quand on a fait monter la compétence transport au niveau de l'agglo, eh bien, nous sommes obligés chaque année de verser 264 000 €, ce qui n'a aucun sens. Et puis d'autres qui n'ont pas pris d'initiative, mais touchent, eux, des sommes importantes. Et certains vous regardent en rigolant, en vous disant vous n'avez qu'à ne pas mettre le transport. Nous, on a mis en place un transport parce que c'était le besoin de notre population. D'autres ont été un peu plus passifs, sans jeter l'opprobre à qui que ce soit, sans juger les gens. Mais c'est la réalité et nous, on est pénalisés. Non, moi je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter le processus d'aller vers, de communes vers les EPCI. Je pense qu'il faut faire un stop. Regarder la réalité des besoins. C'est comme on a mutualisé, on a rendu communautaire le tourisme.
Écoutez, moi je trouve qu'il est beaucoup plus pertinent pour une ville de faire la promotion de son territoire, quitte à ce qu'elle se fasse aider par l'agglo quand il y a besoin d'un chapiteau, quand il y a besoin d'une promotion, et ne pas donner à l'agglo à faire la promotion. Non, moi je crois qu'il y a des choses qui doivent rester en proximité dans les villes, et puis il y en a d'autres, oui, qu'il faut partager avec l'agglo parce que ça me semble plus pertinent que l'échelle soit totalement différente et pour permettre qu'il y ait une vraie cohésion de territoire en lien avec les différents documents d'urbanisme. Donc Scott pour les EPCI et SAR pour la CTM en l'occurrence. Schéma d'aménagement Schéma d'aménagement régional. À l'époque, c'est comme ça que oui, ça s'appelait. Vous l'avez dit au début, vous êtes président de l'association des maires de Martinique. Oui. Là aussi, il y a une volonté de mutualiser, de fédérer, mais de promouvoir également les... Oui, c'est surtout promouvoir, c'est faire un travail de lobbying énorme, notamment sur des problématiques auxquelles on peut être confronté, la question de la fiscalité, l'octroi de mer, la question, il n'y a pas très longtemps, de l'énergie, les chèques énergie, la question, bientôt, on va travailler sur la question des sources en bordure de route, la question du chlordécone, comment les villes aujourd'hui peuvent accompagner les familles qui ont besoin de se faire dépister pour vérifier la chlordéconomie dans leur sang, et puis plein d'autres sujets sur lesquels l'association peut travailler, mais tout en n'oubliant pas que le président de l'association des maires n'est pas un super maire, quoi. C'est pas, j'ai pas de prééminence sur mes collègues, chaque collègue garde la totale gestion de sa ville. On est simplement là pour parfois essayer de trouver le consensus, on va dire un consensus général qui permet d'avoir une position des maires. Mais l'objectif, c'est pas ni de supplanter, ni de remplacer, ni de dire que quand le président de l'association des maires a parlé, tous les maires ont parlé. Au niveau de cette association et au niveau des 34 communes de Martinique, il y a des nuances, il y a des colorations politiques totalement différentes. Donc il faut trouver parfois l'équilibre à l'intérieur. Vous avez succédé à Maurice Bonté. Maurice Bonté, qui a été président pendant une dizaine d'années. Et avant lui, il y avait donc, il y en a plein. Hein, donc, comment il s'appelle, l'ancien maire du Gaumont, Anicet Turiné. Donc il y a eu Serge Larcher, qui a été président également pendant un certain temps. Voilà, donc... Aujourd'hui, je porte ma pierre et puis un autre portera la sienne. Maurice Bonté, donc maire d'Ajoupa-Bouillon. Et puis il y a un autre maire dans le Nord-Atlantique qui, lui, pèse très lourd. On va voir sa photo tout de suite. Qui est en fait aujourd'hui la personnalité, je dirais, la plus remarquée du Nord-Atlantique. Quelqu'un qui a énormément fait de bruit depuis qu'il est arrivé à la tête de la mairie de Sainte-Marie, qu'il a été député ensuite. Aujourd'hui, président de Cap-Nord. Quel regard vous portez sur l'action politique de Bruno Nestor-Azero? Non, je ne vais pas porter de jugement sur son action politique en tant que maire de Sainte-Marie, parce que je pense que seuls les Samaritains, je dirais... Non, mais son action politique plus globalement. Plus globalement, non. Je pense que, comme tous les maires, Bruno Nestor-Azero essaie en tout cas de développer sa commune. Aujourd'hui, il a la responsabilité de la présidence de Cap-Nord, donc avec cette même volonté, en tout cas c'est le souhait. Je n'ai pas voté pour Bruno Nestor-Azero à la présidence de Cap-Nord, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, pour travailler, une fois qu'il est élu président, il est président. Il est président pour 6 ans. Donc par conséquent, on n'a pas d'autre choix que de travailler avec lui, parce qu'il est président. Mais quand je dis que je n'ai pas voté pour lui, c'était pas une opposition à la personne. Simplement, c'est qu'il y a des choix qui sont faits. Une fois qu'on a fait le choix, une fois qu'il est élu, l'élection est terminée. Maintenant, il faut se mettre au travail. Et je pense en tout cas de ce que j'entends qu'il dit, qu'il est au travail pour le territoire. Moi, après, ce n'est pas les incantations, c'est les résultats. Entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, il faut justement que l'on puisse juger. Et je dis, il n'y a pas dans ma démarche à Cap-Nord, il n'y a pas d'opposition. Simplement, mon souhait, c'est que ce soit Sainte-Marie, Lorrain, Basse-Pointe, Ajoupa-Bouillon, Trinité, Gaumont, que toutes les villes puissent profiter de l'action qui est portée par Cap-Nord. Alors, une autre photo de quelqu'un qui, lui, brigue sa réélection dans un contexte très, très compliqué. Vous allez le voir. Donc, Emmanuel Macron, président de la République française, vous l'aviez soutenu. Oui, en 2017. Il y a 5 ans. Oui. Voilà, c'est ça. Cette année, vous allez le soutenir à nouveau? Non, pas le soutenir. J'ai fait le choix de ne pas prendre position
pour le premier tour des élections présidentielles, peut-être sur le second tour avoir un positionnement différent, mais non, je ne ferai pas la même démarche parce que pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai mûri, je suis aujourd'hui un peu plus sage et je fais comme d'autres ont fait en 2017, ils sont restés gentiment à la maison, m'ont largement critiqué parce que en 2017 j'avais choisi Emmanuel Macron, mais je rappelle, il faut remettre les choses à l'époque dans le contexte, c'était celui qui était nouveau, qui avait un autre discours, qui venait d'un gouvernement de gauche, qui était donc avec François Hollande. Donc j'ai choisi celui qui me semblait certainement être le plus proche de ma réalité et de vie politique. Malheureusement, les autres qui étaient là ont été éliminés. Bon, voilà. Moi, je crois que les gens ont été... franchement, parfois, quand je regarde des décisions qui ont été prises, ce président a eu une présidence difficile, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Il y a un petit peu contribué lui-même à travers certaines déclarations. Oui, voilà. On peut lui reprocher ça. Mais il a eu une présidence difficile. Oui, c'est sûr, le Covid, la guerre en Ukraine, et puis il y a eu les gilets jaunes, etc. Les gilets jaunes. Enfin bon, je ne connais pas beaucoup de présidents qui ont eu des galères pendant les 5 années qui sont passées. Bon voilà, maintenant, les Français feront leur choix. Il y a 65 millions de Français. Il caracole en tête des sondages, je pense qu'il n'a pas besoin de moi. Alors justement, Phil, on va terminer cette émission avec votre destin politique qui va peut-être d'ici 2 ou 3 mois bouger, puisque vous êtes candidat de nouveau pour les élections législatives. La liste a été présentée, vous allez la voir derrière moi, donc c'est la photo de la présentation de la liste du Grand Assemblée, avec notamment Alfred Marie-Jeanne. Alors vous rempilez avec Alfred Marie-Jeanne, vous l'aviez soutenu, vous étiez sur sa liste même pour les élections territoriales. Et là, vous êtes avec lui à nouveau sur le Grand Assemblée. Je rempile parmi les 4 candidats. Oui, je rempile pas. Je continue ma démarche politique avec Francis, Alfred et puis Philippe. Philippe, chacun représentant étant présenté sur une section, sur une circonscription. Vous êtes sur le nord, bien entendu. Je suis sur le nord de la Martinique. Non, je pense que, vous savez, quand on a eu une bonne expérience avec quelqu'un, il faut continuer. Il n'y a pas de... Même quand on a perdu. Oui, parce que c'est pas la défaite pour. Il n'y a pas de défaite pour moi. Il y a simplement un groupe qui remporte les élections. Pour moi, il n'y a pas de défaite. Il n'y a que des expériences et on doit les capitaliser. Donc non, moi je n'ai pas vécu le juillet 2021 comme une défaite. Je pense que si on regarde bien et qu'on fait une analyse, le camp patriote aurait pu l'emporter. Ça n'a pas été le cas. Il ne faut pas avoir de regrets. Il faut simplement espérer que les Martiniquais, dans les candidatures qui sont proposées aujourd'hui, puissent rétablir un équilibre démocratique de la représentation de ce pays et que ce ne soit pas un seul camp qui gère le pays de manière globale et générale. Vous allez à ces législatives avec quelles ambitions? On sait que très souvent, la députation est promise au maire de Sainte-Marie, sauf que là, on est sur l'ensemble du Nord. Donc ça contrebalance un petit peu, mais est-ce que vous y croyez vraiment? Oui, mais je ne serais pas allé. Je serais resté planter mes choux de Chine ou continuer à gérer ma ville. Non, je pense que non, si j'y vais parce que je suis dans une continuité d'action, vous avez montré les images, hein, je suis en politique depuis plus d'une vingtaine d'années. Je suis dans le territoire depuis plus d'une vingtaine d'années, en politique aujourd'hui depuis presque 30 ans, parce que ça commence à faire longtemps. Donc les gens me connaissent. Je ne débarque pas hier et je dis que je veux accéder à la responsabilité importante qui est celle d'être député. Donc les gens m'ont vu en action, les gens m'ont vu au travail, ils ont vu mes résultats. Ils me connaissent aujourd'hui, ils savent, comme vous avez dit tout à l'heure, M. Cromwell, mes coups de gueule, mes coups de sang, mes joies et mes bonheurs également. Donc, par conséquent, je ne suis pas un étranger du territoire, je suis quelqu'un qu'ils connaissent et à partir de ce moment-là, ils me voient également dans l'action en tant que président de l'association des maires. Et cette fonction-là me permet aujourd'hui d'avoir un large panel de contacts pour me permettre effectivement d'être efficace pour mon pays et pour la Martinique. On décrit souvent le Nord
particulièrement dans le Nord-Atlantique, mais le Nord-Caraïbe également souffre, comme le parent pauvre du développement économique de la Martinique. Comment est-ce qu'on peut sortir le Nord de cette difficulté de développement? Mais je pense que c'est la faute de ceux qui, à un moment donné, ont exercé des responsabilités importantes sur le pays et qui n'ont pas su regarder ce territoire-là et apporter ce qu'il fallait apporter au moment où il fallait l'apporter. Et quand je dis ça, je tire sur personne. Je crois qu'il ne faut pas être dans l'incantatoire quand on aborde la question du développement. Et je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais de dire, faire et voir, c'est qu'il faut être dans l'action. Dire que le Nord est le vivier de la Martinique, oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour que le vivier soit aujourd'hui multiplié, enrichi, développé? Donc quand on commence à fermer des sections de menuisier de bois, ben, ce n'est pas le bon exemple que l'on donne pour permettre à des jeunes Martiniquais d'aller vers ce métier-là, alors que ce sont des métiers qui sont porteurs. Sur l'agriculture, le maraîcher, sur comment ça s'appelle, tout ce qui est lié à la mer, donc les métiers maritimes. L'économie bleue. L'économie bleue, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et puis, la question du patrimoine qui est que les touristes, dont les touristes raffolent. Il faut qu'on soit en capacité d'apporter cette plus-value-là et ne pas simplement le dire, mais il faut qu'on le fasse sur le territoire. À une époque, il y avait une manifestation créée par Madame de Grand-Maison, qui s'appelait Convergence. Et c'était magnifique. Voilà. Elle avait réussi à faire la convergence des Martiniquais en montrant les produits qui existent sur le territoire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et j'ai une pensée pour Madeleine, parce que j'ai travaillé avec elle à l'époque. Et ça fonctionnait. Tout le monde convergeait vers Convergence. Et il y avait une sorte... D'ailleurs, la Martinique penchait certains week-ends, parce que les hôtels, les restaurants... Maintenant, il y a quelque chose à reconstruire. Et en tout cas, moi, j'ai envie de participer à cette reconstruction-là et de faire en sorte que nos populations... Vous savez, quand on regarde la désertification en Martinique, chaque année, quand on fait le constat, on perd entre 6 et 7% de population. Mais quand on va regarder où elle va dans le sud. Donc ça veut dire que soit elle va dans le sud ou elle s'en va. Donc on a nous, urgence dans le territoire à faire des choses pour maintenir notre population. Un mot de conclusion, Justin Pamphile. En tout cas, très enchanté d'être ici, en tout cas, sur Zitata. J'ai une pensée, quand on enregistre aujourd'hui, c'est la journée mondiale des droits des femmes. J'ai une pensée, en tout cas pour toutes les femmes qui se battent, qui se battent avec les difficultés que l'on peut connaître, d'attitude ou de comportement d'hommes qui ne respectent pas toujours ces aspects-là. En tout cas, je leur dis simplement que il faut continuer à se battre. C'est comme ça qu'on arrive à rétablir des déséquilibres qui existent dans un pays. Merci beaucoup, Justin Pamphile, pour nous avoir fait découvrir votre parcours durant ces 52 minutes, voire même un peu plus. À très bientôt, puisqu'on vous reverra forcément sur les médias. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée. Au revoir.